Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons ces femmes et ces hommes passionnés de botanique, cette science consacrée à l'étude des végétaux en Lorraine. Des femmes et des hommes bénévoles, parfois retraités d'une activité pas forcément en lien avec leur passion, et qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie pour dresser l'inventaire, assurer le suivi et mettre en valeur le patrimoine botanique des 4 départements lorrains. Ensemble, ils tentent de sensibiliser les pouvoirs publics et leurs concitoyens à la nécessité de maintenir ce patrimoine commun, organisent des événements ouverts à tous et publient de nombreux ouvrages pour faire découvrir et aimer les plantes sauvages en Lorraine. François Vernier, bonjour. Bonjour Eric. Merci de me recevoir ici, à Nancy, au Jardin botanique du Montet, rebaptisé en 2016 Jardin botanique Jean-Marie Pelt, en hommage bien sûr au célèbre botaniste lorrain qui nous a malheureusement quittés le 23 décembre 2015. Le Jardin botanique Jean-Marie Pelt parce que c'est le siège de Floren, l'association des botanistes lorrains dont vous êtes le président. François Vernier, quel est l'objet de Floren? Il faut que vous nous expliquiez le titre de l'association et que représente-t-elle? Floren, c'est ni plus ni moins que la contraction entre Flore, Lorraine, si on veut, et le but, c'est de rassembler toutes les personnes intéressées par la botanique, qu'elles soient, je dirais, très fortes en botanique ou très faibles. On prend tous les niveaux. Combien d'adhérents, Florène? Actuellement, 186 adhérents. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en forêt. Il n'y a plus une seule anémone, mais je suis sûr qu'on va trouver d'autres choses dans le sous-bois. Allez, venez, suivez-moi. Ah bah là par exemple, il y a quelque chose d'assez particulier. Cette plante, elle s'appelle l'arôme ou bien le gouet. Et en fait, d'abord ça fait des espèces de chapeaux verts pointus, dressés au mois d'avril. Et puis ensuite ces chapeaux ils s'ouvrent. Et voilà, on voit ce curieux cornet, vert clair, avec cet axe un petit peu impertinent, comme ça violet, dressé au milieu. Et en fait, le soir, cette plante, elle dégage une odeur qui attire des petits moucherons psychoda. Et ces moucherons, ils se posent sur le cornet, et en fait, comme c'est tout lisse, c'est tout huileux, eh bien, ils glissent, ils passent à travers un petit obstacle là, et hop, ils se retrouvent emprisonnés dans cette petite chambrette là-dessous. Extrait de la Minute Nature, ça se passe près de chez vous, du 18 mai 2016. Une série de vidéos présentées un jeudi sur 2 par le rédacteur en chef de la revue La Salamandre, Julien Perrault, à retrouver sur le site www.salamandre.net et sur la chaîne YouTube La Minute de Nature. Étonnante arôme tacheté, François Vernier, une plante courante en Lorraine. Bien sûr, une plante très courante que l'on trouve beaucoup en forêt, dans des lieux un peu humides et qui, il faut faire attention, elle est dangereuse, elle est toxique et notamment à l'automne, lorsque vous voyez des petites graines rouges, ne pas les confondre avec des groseilles ou avec autre chose. Parce que là, c'est l'intoxication assurée. Et là, effectivement, Floren, entre autres, est partenaire de Plantlist, qui est donc un organisme attaché, je dirais, aux gens qui sont dans le centre antipoison du CHU de Brabois, et où les gens de CHU nous envoient systématiquement, quand il y a une intoxication, la photo de plantes toxiques. Alors faites attention aux plantes toxiques. Toutes les plantes, c'est pas parce qu'elles sont naturelles qu'elles sont bonnes. En même temps, vous n'allez pas nous faire croire, François Vernier, qu'il est dangereux de se promener dans la nature sous prétexte qu'on risque d'ingérer de l'arôme tacheté. Pourquoi avoir créé Floren, l'association des botanistes, François Vernier? Pourquoi avoir créé Floren en 1996 donc avec quelques amis, on s'est penché sur une bonne idée de rassembler un maximum de botanistes parce que effectivement nous nous connaissions entre nous, soit en gros 15 à 20 personnes, et on s'est dit que ce serait intéressant effectivement de développer la botanique pour tout le monde. Ça veut dire, François Vernier, qu'avant 1996, il n'y avait pas de structure associative regroupant des botanistes, des personnes qui s'intéressent aux plantes sauvages? Sauvages, pas uniquement. Il y avait quelques associations, je dirais, qui touchaient peut-être un peu à tout, mais
pas spécifiquement à la botanique comme on le fait aujourd'hui à Florène. Et ça, c'était quand même un point important. C'est que, bon, effectivement, il y a des petites associations qui s'intéressent à tout ce qui se trouve dans la nature, mais sans faire une étude vraiment approfondie de la flore. Et ça, c'était quand même intéressant, justement, d'avoir quelque chose qui permettent d'avoir des référents, si on peut dire, puisque là, avec des spécialistes qui m'entouraient, je dirais, parce que bon, on était pratiquement tous des spécialistes, on pouvait aussi donner pas mal d'informations, et ça permettait justement de développer cette science aimable, comme on dit, qui est la botanique. François Vernier, est-ce qu'on peut considérer que Florène est une société savante ? Oui, enfin, elle n'est pas déclarée société savante, mais je dirais qu'effectivement, avec toutes les activités que l'on fait, c'est quand même relativement important, par exemple au niveau de l'Atlas des plantes vasculaires de Lorraine, dont on reparlera un peu plus tard. Dont on reparlera plus tard, avec les conférences que l'on fait, avec toutes les sorties que l'on fait, puisque les activités de Florène sont basées justement sur la connaissance, mais la connaissance pour tous. Donc on amène les gens sur le terrain. On fait des conférences où on amène des éclairages, je dirais. La dernière conférence était faite sur l'agriculture donc du néolithique au Moyen-Âge, avec l'introduction de plantes qu'on appelle les plantes messicoles. Donc ces plantes qui sont liées aux moissons. Donc ça, c'était très intéressant. La prochaine conférence qui va avoir lieu donc le 5 novembre, c'est le 5 novembre, elle aura lieu sur les plantes allergiques, et donc par une personne d'Erlor. C'est quand même une chose intéressante. On parlera des pollens notamment. Des pollens à quel endroit cette conférence ? Les conférences se font ici au Jardin botanique, donc le samedi donc à 14h30 systématiquement. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et donc de 14h30 en gros à 16h30, parce que bon, il y a pas mal de questions. C'est l'occasion, j'imagine, François Vernier, les sociétés savantes, mais pas seulement, vous le disiez, parce que vous participez. L'association Florène, l'association des botanistes de Lorrain, participe à beaucoup de manifestations, que ce soit les jardins de vie dans le parc du château de Montaigu à Jarville, Pépinière en verre à Nancy, la fête des coteaux à Lude. On fait comme ça régulièrement appel aussi à vous pour que vous rencontriez le public et leur expliquiez comment vivent les plantes en Lorraine. Bien sûr, enfin là c'est surtout une vitrine, je dirais, pour Florène et pour présenter ce que l'on fait et donc pouvoir discuter avec les gens de botanique. On a sur les stands en général des petits quiz qui permettent justement aux gens de s'intéresser. Et puis en 2017, Florène fêtera ses 20 ans. Et en 2017, nous fêterons nos 20 ans, puisque de 1997 à 2017, il y aura 20 ans. Vous ne me démentirez pas, François Vernier, même la nature ordinaire est extraordinaire. Découvrir tous les petits secrets des plantes, de la faune et de la flore de son quartier, voilà l'opportunité qui a été offerte aux habitants de Petit-Fort-Philippe avec une découverte de la biodiversité locale. On est parfois surpris, on se dit mon quartier à moi c'est quoi ? C'est des immeubles, c'est des maisons, c'est des routes, des trottoirs, il n'y a que du minéral, il n'y a pas de végétal. Et au contraire, c'est rarement le cas. Dès qu'on veut bien baisser les yeux, dès qu'on veut bien lever la tête un petit peu, on se rend compte qu'on a des herbes qui poussent un petit peu partout, on a des arbustes qui poussent par-ci par-là, vous avez des mouches, des abeilles, des libellules, donc tout un écosystème qui se développe au sein même d'un quartier. Durant une balade d'1h30, on pouvait toucher, sentir, goûter ces plantes qu'on voit régulièrement mais qu'on ne remarque que très rarement. Des plantes sauvages qu'utilisaient régulièrement nos anciens. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était Guillaume Chaudet, chargé de mission au CPIE Flandre-Maritime dans la commune de Zuidkoop, dans le département du Nord. Je rappelle qu'un CPIE est un centre permanent d'initiative pour l'environnement. Un extrait d'un reportage diffusé en septembre 2014 sur Delta TV, la télévision locale du territoire de l'Aa, dans le Nord, pour illustrer l'une des activités de Florène, François Vernier.
Oui, bah, une des activités de Florène, notamment en ce qui concerne l'accompagnement de la recréation d'un conservatoire botanique national, puisque le conservatoire botanique national de Nancy n'est plus agréé, n'a plus été agréé à partir de fin 2001. Donc en 2002, il n'y avait plus de conservatoire botanique national à Nancy. Et donc, il a fallu réfléchir pour remettre en place ce conservatoire. Alors, François Vernier, expliquez-nous ce qu'est un conservatoire botanique et en quoi consiste une reconnaissance et par qui est-elle accordée de conservatoire botanique national. Alors, le Conservatoire botanique national, c'est donc un organisme scientifique qui accompagne les collectivités et services de l'État dans leur politique de conservation du patrimoine naturel et en exerçant 4 missions. Alors, ces 4 missions sont, d'une part, l'amélioration de la connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. D'autre part, l'identification et la conservation de la flore et des habitats rares et menacés. L'apport du concours scientifique et technique auprès des pouvoirs publics, État, collectivités territoriales, et l'information et la sensibilisation du public. Voilà, donc, en gros, c'est l'expert régional ou local de tout ce qui touche à la flore. Tout à fait, c'est l'expert. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de conservatoire botanique national en Lorraine et j'imagine aussi en Alsace, Champagne-Ardenne depuis 2002. Alors, depuis Champagne-Ardenne, il y avait ce conservatoire botanique national de Nancy couvrait effectivement Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. Avant la fusion, déjà, c'était une préfiguration. C'était une préfiguration de la fusion actuelle. Mais la Champagne-Ardenne a été prise au moment de la création du Conservatoire botanique national du bassin parisien. Ah ben voilà ce qu'il fallait faire pour la région Grand Est. Voilà, voilà. Notre débat, François Vernier. Voilà, c'est tout ça. Et donc, restait Lorraine et Alsace sans conservatoire botanique national. Et donc, en 2009, il y a une mission de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux qui a été lancée un peu avant le Grenelle de l'environnement, mais dans, je dirais, l'esprit du Grenelle de l'environnement, puisque le Grenelle de l'environnement, dans ses actes, dans ses articles, que le territoire doit être couvert par des conservatoires botaniques nationaux. Ce qui paraît plutôt logique, puisque chaque région doit avoir un organisme scientifique, comme vous le disiez à l'instant, François Vernier, qui connaisse, qui soit l'expert de la flore de son territoire. Ça me paraît relativement normal. Tout à fait, c'est tout à fait normal. Et donc là, on a commencé à travailler à la création de ce pôle lorrain du futur Conservatoire botanique Nord-Est. En 2013, on a créé ce pôle lorrain. Alors en relation Florène, en relation avec le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine et la Fédération des conservatoires botaniques nationaux. Nous avons installé officiellement, je dirais, une personne en juin 2013 qui a commencé à monter des dossiers pour établir bien sûr le budget et puis les actes, les actions. Et donc, par la suite, nous arrivons à 3 salariés aujourd'hui. Parce que, François Vernier, le label Conservatoire botanique national, j'imagine, apporte des moyens dès lors que ce label est octroyé. Bien sûr, c'est ça. Donc, le label va être donné normalement au bout de 5 ans de fonctionnement. C'est une période probatoire. Voilà, on a une période probatoire de 5 ans. Et donc, il est question qu'en 2018, on fasse un conservatoire botanique national nord-est avec la Franche-Comté qui est la seule région, je dirais, autonome, entre guillemets, au niveau des conservatoires botaniques nationaux, puisque il y a un conservatoire botanique national à Besançon qui couvre uniquement la Franche-Comté, ce qui est quand même assez exceptionnel, sauf pour la Corse. Tout est possible. Ah oui, bien sûr, tout est possible, mais elle avait dans ses attendus d'agrément le fait de s'étendre sur les 2 régions qui n'étaient pas encore agréées. Donc, je dirais, là, c'est en bonne voie. Nous sommes en train de travailler avec les Francs-Comtois. Et là, nous avons des réunions
assez fréquentes ensemble Mmh. et qui nous permettent justement d'ajuster les choses. Qui est-ce qui octroie ce label Conservatoire botanique national, François Vernier? Alors c'est le ministère de l'Environnement qui octroie ce label qui nous permet justement effectivement après d'obtenir des aides et bien que actuellement on a déjà des aides parce que nous sommes en préfiguration. Et puis j'imagine aussi que c'est un outil important pour les botanistes lorrains et pas seulement, bien sûr, les aménageurs. Pour se disséminer, on pourrait imaginer, François Vernier, que les conservatoires, eh bien, comme de nombreuses plantes, choisissent le vent. Belle dans la poussière des rails, laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Belle dans la poussière des rails, il faut lever les voiles. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Danse là la vie qui t'aime, au rythme du monde qui va. Oublie les mots qui t'enchaînent, va où le vent te mène, va. Danse là la vie qui t'aime, au rythme du monde qui va. Oublie les mots qui t'enchaînent, va où le vent te mène, va. Belle dans la nuit claire des voiles, oublie le gouvernail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Belle dans la nuit claire des voiles, laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Serre-le bien fort dans tes bras, le premier qui te sourira. Et bon vent si tu t'en vas, va où le vent te mène, va. Serre-le bien fort dans tes bras, le premier qui te sourira. Et bon vent si tu t'en vas, va où le vent te mène, va. Belle dans la poussière des rails, laisse tomber l'éventail. Va où le vent te mène, va où le vent t'amène, va où le vent te mène, va. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Va où le vent te mène de et par le cantautore, c'est-à-dire auteur, compositeur, interprète italien Angelo Branduardi, pardonnez mon italien François Vernier, né le 12 février 1950 près de Milan, titre extrait de l'album éponyme et qui constitue la version française de l'album italien Cogli la Primavera. Voilà, tout ça pour dire que c'est un très joli choix de votre part, François Vernier, président de Floren, l'association des botanistes lorrains, qui publie beaucoup dans votre domaine de compétences. Oui, alors Floren publie déjà son bulletin trimestriel qui s'appelle Vilmessia. Alors Vilmessia, pourquoi Vilmessia? J'allais vous poser la question. C'est que ça vient du nom de Vilmé, qui était une famille de pharmaciens et de pharmaciens botanistes. Parce qu'effectivement, les pharmaciens étaient fortement botanistes au 19e au 18e, 19e siècle. Ce qui n'est plus tellement Ce le qui cas n'est aujourd'hui. plus tellement le cas maintenant. Mais bon, ça, c'est les méthodes modernes. D'ailleurs, puisque nous sommes ici, François Vernier, au Jardin botanique Jean-Marie Pelt lui-même se plaignait beaucoup de l'absence de chaires botaniques. On n'enseigne plus, en fait, la botanique aujourd'hui en sciences.
Bien sûr, d'autant plus que lui était pharmacien. En Hein. plus, en plus. Et ça, bon, c'est vrai que la botanique revient petit à petit. Donc, on me demande par exemple de faire quelques cours de botanique à la faculté. Oui, Donc, sauf qu'on demande à des bénévoles de oui, pallier finalement à une carence. Mais là encore, François Vernier, c'est peut-être un autre sujet. oui. Vous évoquiez à l'instant le bulletin trimestriel de Alors, Villemessia. nos publications, pour revenir à notre sujet, donc Villemessia, ça vous pouvez le retrouver sur le site internet. Et puis nous avions Laser, donc Laser qui était Lorraine Atlas, suivi, études et recherches, donc dans le cadre du travail d'Atlas que nous faisons depuis 2002. Alors dites-nous un mot quand même, et on y reviendra, sur l'atlas de la flore de Lorraine. Mais très court, que les gens comprennent ce que c'est qu'un atlas de la flore lorraine, François Vernier. Voilà, alors un atlas, c'est ni plus ni moins que, je dirais, la liste des plantes qui existent en Lorraine, bien sûr avec une description et avec donc une carte, puisque c'est un atlas, une carte de répartition par espèce. Et en plus, dans cet atlas, nous avons mis des photos qui représentent la plante, hein, au moins deux photos par plante. À propos, puisque vous évoquiez les plantes de Lorraine, François Vernier, ce qui est un peu logique, puisque vous êtes vous-même le président de l'Association des botanistes lorrains, combien de plantes aujourd'hui sont répertoriées en Lorraine? Actuellement, un peu plus de 2000. Hein, en tout, bon, c'est un peu plus de 2000. Est-ce que ça veut dire qu'on a fait le tour des plantes aujourd'hui en Lorraine, on les connaît toutes? Non. Non, il faut dire non, puisqu'on en découvre encore maintenant. Bon, bien sûr, ce ne sont pas des plantes nouvelles pour la science, mais ce sont des plantes nouvelles pour la Lorraine. Donc, après la publication de l'Atlas en 2013, par exemple, il y a eu plusieurs plantes qui ont été découvertes par hasard par nos botanistes. Et puis il y a des plantes qu'on croyait disparues et qui ont été redécouvertes. Et ces plantes que vous découvrez, c'est parce qu'on manque de connaissances ou parce que ces plantes-là arrivent, on a parlé récemment avec d'ailleurs un membre éminent de l'association Florène, Paul Montagne, de la redouée du Japon, par exemple, qui est une plante invasive. Ces plantes que l'on découvre, François Vernier, c'est parce qu'on manque de botanistes de terrain ou c'est parce qu'elles sont là et on ne les avait pas trouvées, identifiées? C'est qu'elles sont là ou qu'elles n'étaient pas là au moment où on est passé pour la voir. Je devrais, par exemple, parler d'une plante qui a été amenée entre les années 1917 et 1918 par les Américains. Ça, c'est votre dada. C'est mon dada, c'est les plantes obsidionales, qui est la Glycérie striée. La fameuse Glycérie striée, on ne l'a découverte qu'en 2000, après la tempête de 1999. Alors, dire que les botanistes ont pu passer à côté, peut-être, mais c'est qu'elle n'était vraiment pas très présente. Et puis, c'est vrai que c'est de la famille des poacées, donc des graminées, et que c'est pas toujours pas très sexy. Donc voilà. Et vous évoquez à l'instant, François Vernier, des plantes obsidionales. Oui, les plantes obsidionales. Alors les plantes obsidionales, ce sont celles qui ont été amenées par les troupes pendant les guerres. Alors de manière souvent involontaire, bien sûr. Et amenées comment? Amenées avec le fourrage des bêtes, pour les chevaux notamment. Amenées sur les vêtements. Il pouvait y avoir des graines accrochées aux vêtements et qui se sont libérées à certains endroits. Amenées parfois volontairement parce que les gens faisaient des jardins botaniques, des jardins alimentaires et médicinaux. Et puis quelquefois aussi, j'imagine, peut-être la boue des chaussures. La boue des chaussures ou la boue même des engins, parfois. François Couplan est ethnobotaniste, spécialiste des plantes sauvages et de leur rapport avec les hommes. Il organise des stages pour les faire connaître et faire prendre conscience que l'on vit entouré d'un véritable garde-manger. Ah, c'est un peu amer. On dirait de la moutarde. Vous avez entendu ça? On dirait de la moutarde, c'est ça? C'est la même famille que la moutarde. C'est de l'alière. Vous allez en ramasser et puis on va faire des canapés d'alière. On va faire des canapés d'ortie et des canapés d'alière. J'ai commencé à récolter des plantes dans la nature avec ma mère quand j'avais 2 ans.
C'était quelque chose pour moi qui était tellement naturel qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il pouvait être possible de ne pas avoir une relation avec la nature. C'était François Couplan, ethnobotaniste et écrivain français et docteur ès-sciences du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages comestibles qu'il a étudiées sur les 5 continents et dont il est pionnier en Europe. Tout ça pour dire, François Bernier, que vous travaillez à Florène en réseau. Bien sûr, nous travaillons en réseau. Alors, je voudrais rappeler aussi deux publications que nous avons faites et que nous faisons. Une publication revue scientifique qui s'appelle « Les nouvelles archives du Jurassienne et du Nord-Est », parce que nous travaillons avec nos amis franc-comtois. Et puis, le guide Côte de Moselle, des Côtes de Moselle, qui est un guide de randonnée botanique. Alors bien sûr, revenons au réseau. Nous en revenons au réseau, d'autant plus que, je dirais, ce guide des Côtes de Moselle, nous l'avons fait vraiment avec beaucoup de personnes, à savoir des randonneurs, bien sûr, les randonneurs ou de montée. Qui sont, j'imagine, très intéressés, bien sûr, par les plantes qu'ils découvrent au moment des randonnées. Bien sûr, et je leur fais d'ailleurs une fois par an une randonnée botanique. Et puis les sonneurs de la côte. Et nous avons travaillé aussi indirectement avec d'autres personnes qui étaient sur le terrain et qui nous ont donné pas mal de renseignements et qui ont fait que ce guide est vraiment très illustré. Alors, les autres partenariats, nous travaillons bien sûr avec Flore 54. Nous faisons partie du réseau Flore 54 et nous nous battons bien sûr sur différents dossiers tels que l'an 31 bis, tels que le tir de nuit du renard et d'autres forêts de haies aussi, bien sûr. Qui ne sont donc pas spécifiquement dans votre domaine de compétences botaniques, François Bernier, mais on peut aussi imaginer que la botanique intéresse la nature, tout ça de façon générale. De toute façon, les choses ne sont pas cloisonnées. Voilà, la botanique fait partie de la nature, elle est incluse dans des écosystèmes et que ce sont ces écosystèmes que nous défendons. François Bernier, vous évoquez les écosystèmes, ces grands ensembles de nature, et bien sûr les spécialistes. À l'instant, on évoquait François Couplan, ethnobotaniste, donc quelqu'un qui s'intéresse à la fois à la botanique et surtout la relation entre les plantes et l'homme. On a différentes spécialités, chaque spécialité porte des noms plus ou moins savants. Est-ce que c'est pas un peu quelquefois le travers, lorsqu'on est comme ça très spécialisé, d'avoir un peu des œillères et de ne voir que ce qui nous intéresse? On pourrait imaginer, en caricaturant un peu, qu'un ornithologue, quelqu'un qui s'intéresse aux oiseaux, va avoir les yeux collés sur ses jumelles et ne pas se rendre compte qu'il est en train de piétiner des orchidées, ce qui va, vous, en tant que botaniste, vous faire hurler. Alors c'est certain, bon, je dirais que c'est un peu caricatural, c'est un peu caricatural parce que effectivement, on sait, tout naturaliste sait que un domaine dépend de l'autre. Si nous n'avons pas d'arbres, par exemple, pour héberger le pic noir, le pic noir n'existera pas. Donc, on voit que tout est lié, en fin de compte. Tout est très, très lié. Et nous battons, justement, pour la préservation de ces milieux, avec d'autres exemples sur le plateau de Villers, que l'on défend depuis maintenant 2006. Près de Nancy, oui. Avec De Vibra, de l'association de défense de l'environnement de Villers-Brabois. C'est elle qui travaillait depuis 2004 sur ce plateau et qui est venue nous voir pour que l'on fasse un état des lieux. Et là, on s'est aperçu qu'effectivement, le biotope était vraiment magnifique. Alors, on disait tout à l'heure en début d'entretien, François Bernier, Société savante Florène, l'association des botanistes lorrains, en même temps une association très engagée, très militante. Militante, je dirais pas militante, je dirais scientifique, au service des citoyens. En même temps, quand vous dites on se bat, c'est un vocabulaire de militant, François Bernier. Bien sûr, on se bat, mais on se bat pour justement préserver une part de nature et les parts de nature qui sont les plus belles. Sur le plateau de Villers, par exemple, nous avons un trèfle qui est extrêmement rare, qui est le trèfle scabre, et nous avons une pelouse à orchidées. Et là, grâce, je dirais, à tout le travail que l'on fait maintenant depuis une dizaine d'années, on a réussi avec la municipalité, et là je les remercie, je remercie la municipalité de Villers, parce que
Maintenant, il nous donne les moyens. On travaille avec notamment le lycée agricole de Pixérécourt et on y fait des travaux justement pour essayer de regagner de l'espace pour la prairie. Alors justement, François Vernier, est-ce que les politiques, les élus, les aménageurs entendent votre parole de scientifique spécialisé dans la connaissance des plantes? Oui, enfin, la plupart, oui. Bon, il y a des fois, il faut insister lourdement, mais... C'est peut-être parce qu'ils sont durs de la feuille. Voilà, comme on dit, exactement. À celles et ceux qui trouvent que la botanique, c'est barbant, écoutez donc ceci. Bon, aujourd'hui, je vais faire tout simple. Je vais juste aller filmer des pissenlits au bord du chemin. Il y en avait plein l'autre jour. Là, il n'y a que des marguerites. Là, c'est jaune, mais c'est pas des pissenlits. Là, c'est fauché. Fauché encore. Ah, voilà. Bonjour. Aujourd'hui, je propose qu'on se penche sur la vie très sexy du pissenlit. Pour commencer, regardez ça. On dirait une seule fleur. En réalité, là, vous avez 200 à 300 petites fleurs agglutinées les unes contre les autres. Et pourquoi est-ce qu'on retrouve des pissenlits comme ça, absolument partout dans les campagnes? Eh bien déjà parce que cette plante, avec une seule inflorescence, elle arrive à produire 200 à 300 graines par chute. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Extrait de l'épisode 12 de la Minute Nature déjà cité. Le pissenlit, un peu comme un village de fleurs. Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'intelligence de la plante dans ce cas-là, François Vernier? Alors, intelligence, je n'en sais rien parce que j'ai pas vu le cerveau des plantes, mais... mais peut-être que l'intelligence ne se loge pas que dans le cerveau. Voilà, est-ce que l'intelligence ne se loge que dans le cerveau? Ça, c'est toute une belle question. Mais toujours est-il que les plantes se sont toujours adaptées aux conditions dans lesquelles elles vivaient. Et ça, c'est quand même assez formidable parce que, bon, bien sûr, on voit le pissenlit avec ses centaines d'acènes. Parce que les akènes, ce sont les graines en petits parachutes qui volent un peu partout et qui vont essaimer. Tous les enfants que nous sommes ont soufflé un jour sur un pissenlit en graines. Voilà, tout à fait. Quand on voit, bon, moi je fais de temps en temps de la montagne, et quand on voit ces plantes en coussinet qui se rassemblent pour justement lutter contre le froid, contre le gel, etc. C'est absolument superbe. On a des choses vraiment magnifiques. On voit qu'on a une adaptation de chaque plante. Alors ne parlons pas d'intelligence, parlons peut-être de génie botanique. Le génie, oui, de génie botanique, oui, c'est sûr. Il y a du génie dans tout ce que l'on voit au niveau des plantes, au niveau de leur relation même. Alors, il faut voir, leurs relations, elles ne sont pas si simples. Elles sont aussi parfois des relations guerrières, entre les racines qui émettent des toxines pour éviter que telles autres plantes s'installent. En forêt, les arbres qui se gênent les uns les autres, et le plus fort bien sûr qui va couvrir le plus faible et puis qui va finir par le faire mourir. On voit que la nature, je dirais, est presque aussi violente que l'homme, si on peut dire. Surtout si on considère que l'homme est dans la nature. Ce qui est surprenant à vous écouter, François Vernier, c'est bien sûr que l'on découvre, si on ne sait pas déjà, la complexité, la richesse du monde botanique. Pour autant, on va sur la Lune et on ne connaît pas. Je serais curieux de savoir combien de nos concitoyens connaissent de plantes sur les 2000 que vous évoquiez en Lorraine, et encore, on ne sait pas tout. C'est peut-être un peu pour ça aussi que vous êtes en train de constituer, ou vous avez écrit un atlas, quand je dis vous, c'est bien sûr Florène, l'association des botanistes lorrains, l'atlas des plantes vasculaires de Lorraine. Oui, alors l'atlas des plantes vasculaires, enfin atlas de la flore lorraine exactement, qui ne comprend que la flore vasculaire, c'est-à-dire... Alors dites-nous donc, François Vernier, ce que c'est qu'une plante vasculaire. Alors une plante vasculaire, ce sont toutes les plantes à fleurs et les fougères et les parentes des fougères, si on peut dire. Vasculaire, ça veut dire qu'elles ont des vaisseaux qui conduisent en fin de compte la sève qui les nourrissent. Alors les plantes qui ne sont pas vasculaires, c'est quoi? C'est des plantes cellulaires, donc, telles que les mousses qui donc vivent, je dirais, non pas avec des vaisseaux. Non, pas avec des vaisseaux. Très bien, donc vous êtes en train d'élaborer l'atlas des plantes vasculaires de Lorraine. Alors, l'atlas des plantes vasculaires de Lorraine, ça a été un gros travail qui continue à être fait, et qui a débuté en 2002, qui a consisté à déjà diviser le territoire
en mailles de 5 km sur 5, c'est-à-dire des petits carrés de 5 km sur 5, selon, je dirais, un système géographique, de telle façon à ce qu'on s'y retrouve, et que l'on prospecte régulièrement. Alors, il faut dire que pour l'organisation, au mois de février, on a une réunion des contributeurs de l'Atlas, pendant laquelle on distribue les mailles à faire pendant l'année, et puis chacun va après, pendant toute la saison, travailler. François Vernier, vous êtes en train de nous expliquer que c'est un travail de bénévole. Oui. Que vous faites des carrés de 5 km sur 5, j'imagine sur des cartes avec des repères GPS, oui. Et que bénévolement, vous allez fouiller en quelque sorte ces mailles pour inventorier les plantes. Tout à fait, c'est ça. Et donc, ça se fait en équipe de 2 à 3. Et donc, on fouille effectivement toutes les mailles, donc une par une. Et donc, là, il y a plus de 1050 mailles à fouiller. Donc, c'est un travail de bénédictin, effectivement. Mais bon, on a réussi déjà à sortir l'atlas de la flore lorraine avec des résultats qui sont déjà probants. J'ai insisté sur le caractère bénévole parce que je suis admiratif, à la fois admiratif et en même temps scandalisé. Ça, c'est en avance le coup de gueule et le coup de cœur, mais est-ce que c'est pas un travail qui devrait être rémunéré parce que c'est un travail qui bénéficie de la collectivité, François Vernier, non ? Oui, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que là, on est aussi les partenaires du pôle lorrain du futur Conservatoire botanique national dont j'ai parlé. C'est tout un travail, effectivement, qui est très important pour la meilleure connaissance de la flore en Lorraine. Et pour cet ouvrage actuellement de 1296, il faut être précis avec vous, François Vernier, page, cet ouvrage a reçu le Grand Prix de l'Académie lorraine des sciences. Ces petites filles, on dit que la terre est un paradis. L'homme n'a pas su le garder et l'aimer, peut-être l'a perdu à jamais. Au nom de tous les arbres et toutes les forêts qui ont disparu de ce monde, au nom des pluies absentes à la saison qui surgit comme un torrent. Le temps est venu où l'on de comprendre qu'il est urgent pour nos enfants et ceux de leurs enfants de protéger la nature. Au nom des êtres disparus, partis avec un tsunami, au nom des maladies inconnues qui nous ont envahis, au nom des glaciers effacés qui ne nous reviendront jamais. L'homme égoïste ne pense pas à demain, méprisant la nature et tous ses biens. Le temps est venu pour l'homme de comprendre qu'il est urgent pour nos enfants et ceux de leurs enfants de protéger la nature. Protéger la nature. Protégeons la nature. Nous sommes toujours dans le thème de la nature avec vous, François Vernier, président de Florène, l'association des botanistes lorrains. Et ce n'est évidemment pas un métier
même si je sais que vous êtes très occupé par cette fonction. Quel est votre parcours personnel, François Vernier ? Alors mon parcours personnel, il est effectivement assez compliqué, si on peut dire, puisque j'ai fait l'école forestière et donc j'ai été nommé agent technique forestier sur le terrain. Et ensuite, j'ai passé un concours de technicien, et ce qui a fait que j'ai enseigné pendant 12 ans au centre de formation forestière à Valennes-en-Haye. Ensuite, un concours d'ingénieur qui a fait que j'ai été nommé à Lunéville, d'abord comme adjoint au chef de division, puis chef de division. Toujours à l'Office national des forêts. Toujours à l'Office national des forêts. J'ai fait ma carrière entièrement à l'Office national des forêts. Pour terminer à la direction territoriale de l'ONF, en tant que... Alors je passe des épisodes parce qu'il y a encore d'autres métiers que j'ai fait, notamment j'ai été responsable qualité, mais donc j'ai terminé ma carrière comme adjoint au directeur forêt et responsable des aménagements forestiers pour la Lorraine. Voilà. Joli parcours, toujours en lien malgré tout avec à la fois bien sûr la forêt et donc la botanique. Avec la botanique, oui, parce que, notamment en dernier, puisque je m'occupais des aménagements forestiers, et dans les aménagements forestiers, il y a des études de ce qu'on appelle les études de station, qui partent justement sur l'étude de la flore. Donc c'est quand même important de connaître effectivement cette flore, même si je dirais que pour un forestier, pour faire une étude de station, il lui suffit de connaître 20 à 30 plantes pour faire ses études de station dans une région. Mais moi ça ne me suffisait pas, il fallait que je comprenne mieux. On a quelquefois critiqué la politique de l'Office national des forêts. François Vernier, vous êtes maintenant à la retraite, donc on peut en parler librement. Est-ce que vous aviez des fois à vivre une espèce de conflit entre votre savoir de botaniste et puis précisément cette politique forestière ? Oui, surtout, moi je l'ai ressenti bien à la fin de ma carrière, où là on avait l'impression que le commercial passait avant, je dirais, la gestion de la forêt, la gestion sylvicole de la forêt. Petite anecdote, par exemple, j'étais allé sur une forêt domaniale avec mon directeur, et donc on était dans la région de Château-Salins, et il voit une parcelle où les bois, n'étaient pas formidables, mais ils avaient un diamètre de 25 à 30 cm. C'était pas formidable, mais on pouvait en tirer quelque chose. Et faut dire aussi que quand nous sommes rentrés sur la forêt, on était quand même une dizaine de personnes. On a quand même vu 4 chevreuils d'étalés devant nous. Et au moment où on discutait de cette parcelle, le directeur forêt en question a dit c'est tout simple, on coupe tout, on replante. Alors le technicien qui était là leur dit mais vous savez combien on a de chevreuils au 100 hectares ici ? On a entre 20 et 30 chevreuils au 100 hectares, donc les plantations, ce sera vite raclé. Ce sera de la bonne nourriture pour les chevreuils. Voilà, mangé par les chevreuils. Et c'est là que j'ai dit à mon directeur, maintenant, c'est plus nécessaire d'avoir des codes forestières si c'est pour réagir comme ça. Et c'est toute cette politique qui fait que j'ai jamais regretté d'être sorti de l'Office national des forêts maintenant. Et d'autant que vous avez d'autres fonctions encore, toujours bénévoles, François Vernier. Oui, bien sûr, oui. Entre autres, le poste de président du pôle Lorrain, bien sûr. Mais je suis aussi au conseil scientifique régional du patrimoine naturel, conseil scientifique du parc des Ballons des Vosges. Et puis là, je travaille aussi au niveau du comité consultatif du développement durable de Villers-les-Lancy, qui a été mis en place par la nouvelle municipalité, enfin nouvelle et plus tellement nouvelle, mais qui est vraiment satisfaisante. On a vraiment plaisir à travailler avec Villers-les-Lancy. Vous sentez une évolution récente ou un peu plus ancienne de la préoccupation, précisément par les élus, les aménageurs, de ces questions environnementales et peut-être botaniques plus particulièrement ? Oui, enfin tout dépend, je dirais, des élus. Il y en a qui sont maintenant très, très au fait, et puis d'autres qui, en fin de compte, la nature, c'est... je ne dirais une chose comme une autre, qu'on administre comme une autre. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ?
François Vernier, président de Florène, l'association des botanistes lorrains. C'est le moment de votre choix, on écoute. 4 soirs que je ne vois plus la renarde. Hier, en fin de journée, elle était là, dans le haut du pré. Je le sais, je ne suis pas le seul à venir l'observer. Comme tous les ans dans cette prairie, après les fauches, les fragrances de charogne ont remplacé celles de l'herbe coupée que j'aimais tant. Le renard ne laisse personne indifférent. Il me fallait comprendre les liens complexes qui unissent le renard aux hommes, de ceux qui l'adulent à ceux qui le traquent. Extrait du film documentaire intitulé L'odeur de l'herbe coupée, consacré au renard roux du naturaliste et réalisateur lorrain Franck Vignat, que j'aurai le plaisir de rencontrer très prochainement pour Durablement Vôtre. J'invite les auditeurs à visionner ces films superbes sur la chaîne YouTube de Franck Vignat. Des images superbes pour votre coup de gueule, François Vernier. Oui, pourquoi le tir de nuit du renard ? Parce que le botaniste, en fin de compte, ne peut pas exclure un ensemble de l'écosystème. L'écosystème, c'est tout un ensemble, et ce sont des chaînes alimentaires notamment. Et donc, pourquoi je suis contre ce tir de nuit du renard ? C'est que le renard est un auxiliaire de l'agriculture, est un auxiliaire aussi de la nature. Tout à fait sur le renard tue un certain nombre de campagnols, ces fameux campagnols qui parfois prolifèrent. Qui ravagent parfois les cultures. Et qui ravagent les cultures. Alors, c'est quand même très simple de se servir, en fin de compte, de cet auxiliaire, plutôt que, après avoir tiré le renard, je dirais autoriser l'utilisation de la promadiolone. C'est un poison qui peut se retrouver après dans les cadavres des campagnols, qui vont être mangés après par des rapaces, par le chat sylvestre qui est protégé, tous ces animaux sont protégés, par les mustélidés. Et là, on est en train de rompre carrément ces chaînes et donc de déséquilibrer complètement la nature. Et ça, c'est quand même aberrant qu'actuellement, des préfets qui font des consultations publiques, lesquels obtiennent une majorité d'avis défavorables et ensuite prennent malgré tout l'arrêté. Ça veut dire que le préfet consulte la population. Oui. À 80% ou 85%, voire 100% des gens qui s'expriment sont contre les tirs de nuit. Et malgré tout, le préfet autorise, François Vernier, les tirs de nuit du renard. Tout à fait. Il est autorisé tir de nuit du renard, tout simplement pour réintroduire du faisan de colchide, qui est un oiseau asiatique, qui n'est donc pas un oiseau autochtone. Bien sûr, il est là depuis fort longtemps, puisque les rois de France en avaient sur leur table donc à manger, c'est sûr. Mais le faisan, il faut bien voir que ce faisan, on est obligé de l'élever pour le lâcher. Comme du poulet. Comme du poulet, tout simplement comme du poulet. Alors, comment est-ce que vous justifiez, François Vernier, malgré aujourd'hui les connaissances que l'on a précisément sur la biologie du renard roux, les services qu'il rend, vous venez de dire, à l'agriculture, malgré l'opposition de la population à ces tirs de nuit, comment se fait-il que les préfets continuent encore à autoriser ces tirs ? Tout simplement parce qu'il y a un lobby qui s'appelle le lobby des chasseurs et qui pousse à ce que le préfet prenne cet arrêté. Mais donc ça veut dire que le préfet ne tient pas compte de la majorité de l'avis de la population au bénéfice des quelques chasseurs ? Bien sûr, et ça, moi j'appelle ça un déni de démocratie, c'est très clair. Et là, le préfet n'est plus le représentant de la loi, du règlement, etc. Il est en fin de compte le représentant des chasseurs. Et ça, c'est totalement inadmissible dans une démocratie. Dès le moment où la loi... C'est la loi qui, donc article L120.1 du Code de l'environnement, qui oblige à une consultation en matière d'environnement lors de ce genre de choses. Et
la consultation qui est défavorable n'est pas suivie. Alors, si c'est de en la même temps, démocratie... en même temps, c'est le principe d'une consultation, précisément. Bah oui, c'est mis consultation, c'est sûr, et que dans la loi, effectivement, il n'est pas mis que les résultats de la consultation doivent être suivis. Mais enfin, moi, je dirais c'est du grand bon sens, et je pense qu'actuellement, on manque beaucoup de grand bon sens dans tous les actes politiques actuels. En même temps, François Vernier, est-ce que finalement les chasseurs aussi, on ne va pas faire leur procès, ils ne sont pas là, ce ne serait pas très courtois. Néanmoins, on pourrait s'attendre à ce que les chasseurs soient aussi des alliés à la fois des botanistes et naturalistes, puisque ce sont aussi... on parlait dans le temps de cueilleurs-chasseurs, de chasseurs-cueilleurs, finalement, leur terrain de jeu, là pour le coup on va être un peu direct, eh bien c'est la nature, s'il n'y a plus de nature, à part que chasser, si ce n'est précisément ces poulets d'élevage. Oui, alors déjà, mettre des poulets d'élevage dans la nature pour les tirer peu de temps après, je ne pense pas que ça s'appelle vraiment de la chasse. Pour moi, la chasse, c'est une activité qui est tout à fait légale et qui peut être tout à fait bénéfique pour la nature. Ça c'est très clair, je ne suis pas contre les chasseurs, par contre je suis contre ce système qui veut qu'on remplace en fin de compte des animaux qui sont autochtones par des animaux allochtones, donc étrangers, tout simplement pour le plaisir du tir. Et ça, c'est pas tout à fait normal. Autant qu'ils aillent dans une chasse aux pigeons d'argile, et dans ce cas-là, ils feront beaucoup moins de mal. Comment vous voyez l'évolution de notre société et dans son rapport à la nature, François Vernier, vous qui parcourez la Lorraine depuis des années à la recherche de la moindre petite plante et une connaissance encyclopédique dans ce domaine-là, comment vous sentez l'évolution des choses ? Je sens parmi la population quand même de plus en plus d'attrait. Donc je pense que c'est par la population que l'on arrivera à quelque chose, je dirais, de plus raisonné. Ça c'est un appel à l'adhésion et à rejoindre Florène, François Vernier. Bien sûr, n'hésitez pas à venir rejoindre Florène, d'autant plus que on a des tas d'activités été comme hiver. Merci François Vernier pour cet entretien. Eh bien, merci Eric de ce bel entretien. Je rappelle que vous êtes le président de Florène, l'association des botanistes lorrains. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres de vulgarisation et d'articles sur la botanique, dont La Nouvelle Flore de Lorraine, paru en 2001, et votre dernier ouvrage porte sur Pierre-Joseph Buchoz, médecin botaniste du roi Stanislas, qui vient tout juste de paraître aux éditions Vent d'Est. Mais c'est une autre histoire dont nous reparlerons avec vous, François Vernier, dans une prochaine émission. Pour en savoir plus sur l'activité de Florène, les sorties, conférences, formations que vous organisez, Florène, toute l'année pour tous les publics, l'Atlas de la Flore de Lorraine et le guide de randonnée botanique Les Côtes de Moselle que nous avons évoqué durant cet entretien, rendez-vous sur le site de Florène qui s'écrit Florène, contraction de Flore et de Lorraine, www.florène.net. Si vous aimez la radio et si vous souhaitez occuper utilement un peu de votre temps libre, quelles que soient vos compétences, rejoignez l'équipe de bénévoles de l'émission Durablement Vôtre en écrivant à contact@durablementvôtre.fr.